Il y a 6 mois, après les nombreux retours positifs, j'ai fait l'acquisition d'un Mac mini avec la puce M1, le premier processeur Apple. 6 mois après, suis-je toujours aussi convaincu? Bonjour à tous, c'est Swantech et aujourd'hui retour d'expérience après 6 mois d'utilisation d'un Mac mini M1. Pour ceux qui ne le savent pas, rappelons ce que c'est que ces Mac M1. En novembre 2020, Apple a annoncé 3 nouveaux ordinateurs, un MacBook Air, un MacBook Pro et un Mac mini, tous équipés du premier processeur Apple, appelé M1. Bon, je parle de processeur, mais en réalité la puce M1 contient aussi bien le CPU que le GPU, la RAM, ou bien encore le Neural Engine, qui permet d'effectuer des tâches d'intelligence artificielle. La promesse de ces Mac d'entrée de gamme, c'était d'avoir des performances et une autonomie largement accrues par rapport aux Mac Intel de la même tranche tarifaire. Et après les nombreux tests effectués, le pari était tenu. En revanche, ces processeurs ont une architecture bien différente des processeurs d'Intel, ce qui fait que tous les logiciels qui fonctionnaient sur des Mac Intel doivent être réécrits pour fonctionner avec des puces Apple M1. Et pour les logiciels où ce n'est pas encore fait, Apple a tout prévu et a inclus un émulateur qui s'appelle Rosetta 2 et qui permet de simuler une machine Intel pour faire tourner les anciens logiciels sur un Mac M1 avec une légère perte de performance. En mars 2021, je me suis donc procuré un Mac mini M1. Pour mon utilisation, j'ai choisi 512 Go de stockage SSD, mais il fallait aussi choisir entre deux configurations de RAM, 8 ou 16 Go. Selon les différents tests, la différence de performance n'est pas flagrante entre ces deux versions, mais j'ai choisi tout de même 16 Go pour la longévité. Mais alors concrètement, qu'en est-il? Eh bien tout d'abord, la première chose que j'ai remarqué avec ces nouveaux Mac, c'est l'expérience macOS 11 Big Sur. Alors oui, ce système d'exploitation est aussi compatible avec les derniers Mac Intel, mais Apple l'a dit, il est clairement conçu et optimisé pour les nouvelles machines Apple Silicon. Big Sur, c'est une mise à jour majeure de macOS. Il y a eu une refonte complète, que ce soit sur le design ou la simplicité. Tout a été arrondi, c'est beau, et on dirait que ce n'est que peu important le design du système d'exploitation, mais finalement c'est super important parce que c'est un peu la première chose que l'on voit au quotidien, donc on n'a pas envie de travailler sur un truc dégueulasse. En tout cas là-dessus, et comme souvent avec Apple de ce côté-là, c'est franchement réussi. De plus, le système d'exploitation étant conçu pour les puces Apple, il est extrêmement fluide, il n'y a pas de lenteur, et l'allumage aussi est rapide, même après 6 mois, chose bien différente des Mac Intel, où l'allumage devenait de plus en plus long avec le temps. Cependant, concernant le système d'exploitation, il y aura un défaut majeur pour certains utilisateurs, c'est l'incompatibilité avec Boot Camp. Boot Camp, c'était un logiciel qui permettait de partitionner le disque dur de son ordinateur et d'installer sur une de ses partitions Windows. Ensuite, au démarrage, il n'y avait plus qu'à choisir le système d'exploitation que l'on souhaitait utiliser. Ici donc impossible puisqu'il faudrait une version de Windows compatible avec les processeurs ARM qui n'existe qu'en version bêta et qui est démarrable uniquement sur une machine virtuelle. C'est pas du tout optimisé. Bref, Windows sur Mac, c'est fini. Concernant la performance des logiciels Apple, eh bien dès leur sortie, Apple les avait tous optimisés. Tous les logiciels Apple, Final Cut, Page, GarageBand, Logic Pro X, tous les logiciels que vous connaissez et qui sont signés Apple, étaient totalement optimisés pour les nouveaux Mac. C'est un peu la moindre des choses en même temps. Et du coup, ils fonctionnent extrêmement bien, c'est fluide. C'est un réel plaisir de les utiliser sur ces machines puisqu'il n'y a vraiment presque aucun souci. Après, on n'est pas à l'abri de quelques bugs dans certains logiciels, peu gênants, mais qui sont là parfois, c'est important à noter. Maintenant, qu'en est-il de l'expérience sur tous les autres logiciels? Eh bien tout d'abord, parlons des logiciels qui sont optimisés pour les puces Apple Silicon. Ils sont encore une minorité aujourd'hui, et personnellement, j'en utilise qu'un seul. C'est un logiciel open source que peu de personnes connaissent, ça s'appelle Handbrake, c'est pour convertir des vidéos dans différents formats. Ça demande beaucoup de ressources, et là ça fonctionne très bien, donc rien à redire. Sinon, les nombreux tests existants sur internet montrent que les logiciels optimisés pour les puces M1 fonctionnent très bien et égalent des ordinateurs Intel qui coûtaient 2 fois, 3 fois le prix de ceux qui sont vendus actuellement avec les puces Apple Silicon. Mais qu'en est-il des autres logiciels qui ne sont pas encore optimisés pour les Mac M1 et qui sont donc émulés par Rosetta 2? C'était ma principale crainte avant d'acheter cet ordinateur et je peux vous dire qu'elle s'est très vite estompée. C'est simple, cette incompatibilité est invisible.
Concrètement, au premier démarrage, le logiciel prendra peut-être 30 secondes à s'allumer le temps que Rosetta 2 le convertisse, puis après il n'y aura plus aucun souci. Et pour les performances, eh bien dites-vous que certains logiciels non optimisés tournent mieux sur cette puce Apple M1 que sur un Mac Intel i5 de 2017. Donc franchement, on est large et de toute façon, tous ces logiciels seront bientôt traduits pour fonctionner nativement sur les puces Apple M1, donc ce n'est qu'une question de temps. Maintenant, petite dernière question qu'on pourrait se poser sur les performances, c'est celle des jeux vidéo. En effet, vous avez probablement tous vu les benchmarks qui montrent que ce processeur est comparable à des processeurs très puissants tels que des i7. Alors il n'est pas totalement abstrait de se poser la question, est-il enfin possible de jouer aisément à des jeux vidéo sur Mac? Eh bien la réponse, elle est en fait entre les mains des développeurs. J'ai pu essayer quelques jeux basiques sur ce Mac, tels que World of Tanks ou Minecraft, qui tournent extrêmement bien sur ce Mac en Full HD, en 60 images par seconde. Surtout que ces jeux ne sont pas optimisés pour les puces M1. Alors imaginez s'ils venaient à être optimisés, les possibilités seraient immenses. Mais en fait, on souffre surtout du même problème qu'il y a depuis des années, c'est le catalogue qui est proposé sur Mac. Il est très faible, puisque peu de développeurs voulaient développer des jeux pour fonctionner sur Mac, alors que ça n'a finalement pas trop d'intérêt, puisqu'ils étaient souvent pas orientés de ce côté-là. Mais clairement, si les développeurs voulaient aujourd'hui lancer leurs jeux sur Mac, ils pourraient largement. Mais bon, on ne réécrit pas le passé, et ce passé a défini que les Mac n'étaient pas faits pour jouer, donc peu de chances que cela change aujourd'hui. D'ailleurs, je n'ai pas parlé de la compatibilité des applications iOS sur Mac. Alors en 2 mots, je trouve ça intéressant mais un peu inutile pour le moment parce que beaucoup de développeurs ont choisi de ne pas rendre cette option possible. Il manque de ce fait les plus grands jeux et les plus grandes applications que l'on connaît tous. Et c'est vrai que c'est bête parce que ça fonctionne très bien. Du coup, aujourd'hui, est-ce que ça vaut le coup d'acheter un Mac M1 ? Eh bien pour moi, c'est un grand oui. Pour le grand public en tout cas. Vous pouvez quasiment tout faire ce que vous pouviez faire avant, en mieux la plupart du temps. Là-dessus, il n'y a aucun souci à avoir. De toute façon, Apple vous laissera pas beaucoup le choix puisqu'il reste encore, allez, 1 an maximum avant que tous les Mac Intel soient rayés de l'Apple Store. Après, rien ne vous interdit d'attendre les prochaines générations qui seront certainement encore plus puissantes et qui, j'espère, auront une refonte du design car ces derniers Mac M1 là souffrent du design des anciens Mac Intel. Mais je suis sûr que cela va changer, on l'a déjà vu avec l'iMac M1 qui est splendide. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Je n'ai plus qu'à vous demander de vous abonner, de me suivre sur mon compte Instagram Swantech qui s'affiche juste ici, ainsi que de laisser un commentaire et un pouce bleu si cela vous a plu. Salut!